cette septième entrevue de la série D'une mère à l'autre de Maman sans tabou. Alors aujourd'hui, nous accueillons Karine Belzi. Bonjour Karine, Anne, ça va bien? ça va très bien, toi. Moi aussi, ravie de te revoir. Ça fait longtemps que qu'on ne s'est pas vu. Ça fait presque 2 ans. Ouais, effectivement, ça fait presque 2 ans. Et donc Karine, je t'ai choisie pour représenter la septième mère de clan, celle qui aime toutes choses, donc tout un programme. On va voir ça ensemble. Et justement, pour nous mettre tout de suite dans le bain, je vais commencer par lire ses enseignements et son poème. Et puis, je vais te demander, en fait, comment ça résonne avec toi, ce que je vais lire. D'accord? Juillet. Celle qui aime toutes choses. La mère de l'amour inconditionnel et de tous les actes de plaisir. La gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi. L'amoureuse sensuelle, la mère nourricière, la chaleur féminine, la gardienne des besoins de la famille. Elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans toutes les relations, à aimer tous les aspects de notre vie, ses leçons, la sexualité et l'existence physique, à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle et une amie en qui on peut avoir confiance, à se pardonner à soi-même et aux autres, en développant l'acceptation et en fuyant les critiques. Elle nous enseigne à aimer la vérité. Son poème. Mère, montre-moi comment aimer au-delà de mes peurs humaines. Enseigne-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes. Fais que je trouve le plaisir des bras aimants d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Ô gardienne du pardon, enseigne-moi comment voir au-delà des jugements mesquins, en étant solidaire de la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine de mère, d'amoureuse, d'amie, en apprenant aux autres comment aimer et réparer les cœurs brisés. Au programme. Oui, c'est souvent la réaction, parce que c'est très riche, OK. il y a beaucoup d'enseignements. Alors, comment ça résonne pour toi? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent plus que d'autres? Euh, oui, étrangement, je me reconnais. C'est drôle parce que quand tu m'as dit que tu avais pensé à moi pour juillet, puis là, j'ai vu la description, je me suis dit, ben là, on se calme. Mais après, j'ai. Wow! Puis j'ai pris le temps de penser, puis ça fait, ah ben oui, c'est vrai, ça fait du sens. Mais ce que j'ai réalisé en y réfléchissant, c'est qu'il y a une grande part de choix aussi dans tout ça. Mhm. Il y a une portion qui est liée avec mon déficit d'attention, mais il y a une portion qui vient quand même de plusieurs choix que j'ai faits à travers le temps dans la vie. Puis j'ai toujours été décrit comme quelqu'un de passionné. C'est Mhm. souvent un mot qui revient quand on parle de moi. Mais, euh, mais il y a beaucoup de choses dans cette description-là je suis capable de dire oui à l'âge Mhm. que j'ai aujourd'hui. La réponse aurait été différente il y a quelques années. Mhm. Ouais. Oui, c'est passé beaucoup de choses dans les 2, 3 dernières années. Donc maintenant, je suis capable de le vivre, de l'accueillir et de l'accepter. Mhm. Alors, c'est drôle parce que moi, c'est pareil quand je choisis en fait les femmes qui me font penser à ces mères de clan. Souvent, c'est très intuitif. Euh, et puis, il y a toujours un moment où il y a un doute. Je me dis, ah, mais est-ce que c'est vraiment elle? Et là, tu sais, je laisse passer du temps, puis je relis le poème. Je suis comme, ah, mais oui. Puis là, tu vois, en le relisant aujourd'hui, je me suis dit, toi et moi, on s'est rencontrés dans un stage de Dominique Ramkin et Marie-Jo Tardy euh, sur justement les quatre archétypes de la femme. Donc, ils sont mentionnés dans le poème, l'amoureuse, la mère, l'amie, enfin, Guerrière et l'amoureuse, la mère, la guerrière et la prêtresse ou et la la, je crois, prêtresse. c'est ça, Ouais. hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, je me suis dit, ah bah voilà, c'est parfait. Mais le plus drôle, c'est que ce séminaire-là a été un point tournant. Ah, Puis ce que j'essaie d'aller chercher à ce moment-là, j'ai été capable de le trouver. Ça s'est pas fait instantanément, mais mhm, j'ai été capable de le trouver. Fait que ça a vraiment, avec le recul, je me rends compte que ça a été un point tournant. Il y a eu tout le madado puis la fin de semaine de ressourcement. Mais après, on dirait que ça a ouvert quelque chose qui m'a permis d'aller chercher.
des accompagnements et des enseignements ailleurs. Il y avait Mm. quelque chose qui coinçait, puis on dirait que cette fin de semaine-là a aidé à le faire décoincer. Puis après ça, Mm. le flow a pu circuler. Un peu comme une digue qui lâche. Ça a été Ouais. très intense, très, très intense. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon dans ces années-là. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment bien. Mm. Ouais. Il y a vraiment énormément de choses qui ont débloqué dans les 2 dernières années. Et pourtant, Dieu sait, toute ma vie, je pensais, j'étais comme, j'avais tout le temps l'impression d'avoir, je disais souvent, j'ai deux roues dans la garnotte, deux roues sur la voie. Mhm. Je me tout le temps en train d'essayer de me réajuster. Je me battais contre les éléments. J'étais un petit saumon à l'envers du courant constamment. J'avais tout le temps l'impression d'être pas à ma place. J'avais tout le temps l'impression que l'énergie circulait pas, qu'il y avait quelque chose qui coinçait dans mon corps, dans ma vie. Euh, je- je- j'ai déjà demandé souvent qu'est-ce que j'avais fait dans une autre vie pour mériter ça. Mm. J'allais pas bien. Puis c'est à peu près depuis 2, 3 ans là, que ça commence vraiment à circuler. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je recommande à tout le monde de passer 4 heures à bouillir à 100 degrés. Oui, mais c'est pas juste le madado, en fait, c'est tout. C'est les enseignements, même les échanges qu'on a entre nous, je trouve, les personnes qui sont là, on dirait que elles ont été choisies parce que moi, ce que je me rappelle de toi, moi, j'y suis allée parce que j'allaitais encore ma deuxième. Elle allait avoir, elle avait, attends, c'était à l'été, donc elle avait 2 ans, 2 ans et Ouais, demi, 2 ans quelque et chose. quelques. C'est ça. Puis elle allait avoir 3 ans. Puis je m'étais dit, oh, à 2 ans, je vais arrêter. Puis en fait, j'y arrivais pas. Et donc, c'était un peu. Puis j'avais, comme avec ma première, en fait, j'avais plus de cycle. Parce que moi, quand j'allaite, c'est comme, je suis juste une mère, il n'y a rien d'autre. Et donc, ce stage m'avait appelé parce que c'est réconcilier justement toutes ces bouts de femmes, en fait. Et en plus, moi, j'ai dû faire un choix parce que j'ai appris un peu à la dernière minute que si j'allais dans le Madado, je pouvais ne plus allaiter après. Et ça a été, moi aussi, ça a été comme, ah, ok, est-ce que vraiment je suis rendue là? Mais je me rappelle de toi parce qu'on avait beaucoup parlé de sexualité, de sensualité dans le couple quand on est maman. Puis pour les mamans qui nous écoutent, je sais que c'est toujours un sujet, hein, que dès qu'on a des enfants, le couple commence un peu à battre de l'aile, on a moins d'énergie, moins d'envie, on change, le conjoint change, enfin, il y a beaucoup de choses. Mm. Et toi, c'est marrant que tu me dises que depuis 2, 3 ans, ça a changé parce que pour moi, tu étais déjà quelqu'un de très, j'ai envie de dire, libre, en tout cas à ce niveau-là, de très le fun, genre, oui, oui, moi j'ai essayé plein d'affaires, puis c'est correct, puis tu sais, aucun stress. Non, mais il y a- j'ai toujours été comme ça, quand même. Mais il y a des trucs, il y avait des éléments qui bloquaient un peu plus. J'étais moins dans mon corps, j'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête. Donc, je le savais, je l'avais compris, mais il y avait des trucs qui n'étaient pas encore intégrés. Mhm. J'ai Mhm. reconnecté avec mon corps à peu près à partir du séminaire. Cette fin de semaine-là, c'était ça. Puis en fait, c'est ce que j'essayais d'aller chercher. Ça bloquait. Je n'étais pas capable de creuser puis d'aller en dedans, Mhm. d'aller vraiment dans le ressenti. J'étais déconnectée de mon corps. Puis la réponse à tout, c'est pas fait cette fin de semaine-là. Mais Non. c'est ça, la tête et le corps étaient comme séparés. Mhm. J'allais me réfugier beaucoup, beaucoup dans ma tête. C'était ma grande force, c'est devenu mon moyen de coping. Mhm. Donc j'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête. Donc je le savais, mais cette espèce de déconnexion-là avec mon corps faisait en sorte que je vivais pas les choses de la même, avec assez de profondeur, je Mhm. dirais. Fait que j'étais très charnelle, on se le cachera pas. Je vivais, j'ai toujours euh, bien vécu ma sexualité depuis le début de la vingtaine, mais il me manquait une dimension que j'arrivais pas à aller chercher. Et Mhm. depuis 2, 3 ans, j'ai été la chercher. Et ça a flippé, en fait, ma façon de voir la sexualité et la sensualité. Mhm. Et mes relations en général avec les hommes. Mhm. Ouais. Intéressant. Intéressant. Alors, C'est avant cette qu'on aille connexion-là. plonger là-dedans, peut-être te présenter un petit Euh, Aujourd'hui, j'habite à Notre-Dame-des-Prairies, juste à côté de Joliette, dans une maison que j'ai achetée par moi-même, qui était un des grands objectifs euh, de ma vie, d'être capable d'être chez moi. peu. Mhm. Donc, et c'est récent, j'ai emménagé il y a 2 jours. Et je travaille en qualité dans le réseau de la santé. L'ironie dans tout ça, c'est que moi, je viens d'une gang de filles infirmières. Je suis la non-infirmière du groupe. Puis quand j'étais jeune, je disais jamais je vais travailler dans le réseau de la santé.
Et j'adore ça. Je suis sur mon X. Ça va vraiment bien. Mais moi, je n'irai pas soigner déjà, je n'irai pas soigner des plaies. Et ça fait 3 ans que je suis dans le réseau de la santé. Mais avant ça, j'ai eu un parcours assez éclaté, qui est passé par les médias, les relations publiques, le développement régional. J'ai travaillé pour un fabricant de cosmétiques, pour un fabricant de chaises industrielles. J'ai fait beaucoup de choses. Celle qui aime toutes choses. Oui, c'est ça. Tu as C'est des ça. goûts très éclectiques. Et j'ai toujours. Et mon objectif, c'est toujours de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait, jusqu'à ce Hmm, que je trouve mon X. J'ai aimé à peu près tous ces secteurs d'activité-là. J'ai appris partout. J'ai adoré ça. J'étais aussi un papillon social. Je me suis beaucoup promenée d'une gang à l'autre à travers ma vie. Donc, ouais, qui aime toutes choses, c'est assez varié. mhm, Et comme toute bonne TDA, j'ai beaucoup de loisirs. J'ai commencé beaucoup de loisirs dans ma vie aussi. Fait que ça va. Ouais. Fait que c'est là. hmm, Et je suis aussi maman d'un garçon de 13 ans. J'aurais voulu avoir plus qu'un enfant. La vie a décidé que ça se passerait pas comme ça, entre autres à cause du syndrome des ovaires polykystiques. hmm, Ouais, fait que ça a été. Il peut pas être beau, fin, intelligent et incroyable, cet enfant-là. On l'a assez pratiqué avec son père que ça pouvait juste. On a fait beaucoup de brouillon. Et ça a donné un super beau résultat. J'ai réussi à faire un petit surfer blond aux yeux bleus. Donc, voilà. Qui est vraiment un amour qui est super doux, tu sais, c'est tellement un bel enfant. Je dis souvent que d'après moi, je suis venue au monde pour être sa mère. hmm, Il y a quelque chose dans la douceur de cet enfant-là qui doit être préservé. S'il était tombé sur beaucoup d'autres parents que moi, ça n'aurait pas été vu puis ça n'aurait pas été entendu. hmm. Fait Moi, que je le j'ai la laisse dans sa croyance que c'est douceur. eux qui nous choisissent, en fait. Oui, c'est ça. Hmm, Oui. Puis oui, puis j'ai dit aussi souvent dans ma vie que j'avais choisi ma mère. C'est juste que ça a donné que la seule personne avec qui elle a fait des enfants, c'est mon père. Mais j'ai choisi ma mère dans la vie, qui est hyper cartésienne, tu sais, qui est une femme très rationnelle. Moi qui est une bombe d'émotions, qui n'arrivait pas à gérer et à comprendre tout ce qui peut se passer dans de moi. Puis à l'adolescence, avait une relation particulièrement tendue avec ma mère parce qu'elle était tout le temps du côté rationnel, avec son mhm. calme-toi, puis ça va bien aller. Puis moi, j'avais mon anxiété à côté, puis mes émotions qui débordaient. Je la croyais pas. Est-ce qu'elle savait que tu étais déjà diagnostiquée TDA à l'époque? Non, en fait, j'ai été diagnostiquée comme mon garçon l'a été parce que le TDAH chez les femmes est vraiment dur à déceler. Parce que Hmm, la plupart des signes, c'est l'inverse des signes des garçons. ok. Ouais. Les femmes, le TDAH, ça se vit beaucoup plus à l'intérieur. Puis dans mon cas, ben, il se compensait par une douance. Fait qu'à l'école, ça allait quand même bien. Mhm, Tout ce que je pouvais perdre, je réussissais à le récupérer assez rapidement. Fait que je surfais. C'était épuisant, mais j'ai bien surfé dans le milieu scolaire toute ma vie, ce qui fait que ça passait un petit peu inaperçu. mhm. C'est un peu particulier, puis ben, il a hérité de ces deux côtés-là de moi et de la dyslexie de son papa. Fait que ouais, c'est un petit paradoxe ambulant. Fait qu'il faut, Mhm. c'est ça, ça prend ta technique. C'est ça, ouais. Et comment s'est faite ton entrée dans la maternité ou même la maternité en général? Est-ce que c'était quelque chose de désiré? Est-ce que c'était quelque chose qui t'a chamboulé? Oui et oui. Ok. C'était très désiré. À 14 ans, je savais que je voulais des enfants, mais je n'en voulais pas tout de suite. Je savais que j'allais devoir attendre parce que j'étais la maman de mes deux petits frères. Donc, j'ai 10 et 11 ans, 9 et 10 ans de différence avec mes frères. Fait qu'à 12 13 ans, moi, je changeais des couches, je préparais les bains. J'étais très, très présente. Quand je dis que j'ai choisi ma mère, pas mon père. J'étais parent numéro 2 dans la maison à l'adolescence. Puis, à 14 ans, je savais que j'en voulais, mais je savais que je voulais vivre un peu ma vie avant d'avoir des enfants. Puis, j'en voulais plusieurs. Parce que nous, on est 4 chez nous. Je voulais vivre cette dynamique-là, d'avoir plusieurs enfants. Ça a pris 25 ans avant qu'on me donne mon diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, j'ai eu les premiers symptômes à 12 ans, mais j'ai eu mon diagnostic à 37 ans. Ça a été très long, très ardu. Ça a pris 2 ans pour être capable de tomber enceinte. Et pour faire rire tout le monde un peu, puis j'étais un peu de malaise dans la situation, je disais tout le temps, fait que finalement, je suis tombée enceinte pendant que mon ex était à Nicolette. Il J'ai pas revenait les fins compris. de T'es semaine. tombée enceinte Je suis tombée pendant? enceinte pendant que mon ex était à Nicolette, à l'école de police. Ah oui! Il revenait les fins de semaine. Donc, puis on s'était dit, on commençait un traitement de fertilité
à ce moment-là. C'est juste qu'on s'était dit qu'on attendait la fin de son programme Hmm, parce que avoir les hormones dans le tapis quand il était parti 5 jours par semaine, c'était pas une bonne idée. mhm. Finalement, ben, je suis tombée enceinte le jour de ma fête, cette année-là. Un beau cadeau. Un beau cadeau, ouais. Puis là, ben, mon médecin m'obstinait de quand est-ce qu'il avait été créé, cette affaire-là. Puis je suis comme, excuse, je peux te le dire quand ça a été fait, là, parce que, disons que sur le dernier mois, c'est facile de les compter. Tu sais. Fait qu'on avait Mhm, abandonné l'idée. En fait, on s'était dit qu'on allait tomber en fertilité après l'académie de police, puis après ça, on verrait qu'est-ce qui se passerait. Puis ben, j'ai fait le test le lendemain de sa graduation, puis c'était positif. Fait que je voyais même plus les signes rendus là. Ça m'a coûté une fortune en test de grossesse dans ma vie. Puis le signe, c'était je m'endormais sur les cadres de porte. J'étais tellement fatiguée. J'aurais dû voir venir, mais j'étais rendue à un point où je ne voyais même plus que ça pouvait être des signes de maternité. Fait que mon entrée, elle était très désirée, mais ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses. C'est venu, euh, c'est venu réveiller beaucoup de trucs que j'avais mis un peu de côté. Mon accouchement s'est pas passé tout à fait comme prévu non plus. Ça a été difficile. Puis, comme je te disais tantôt, moi, j'étais très, très dans ma tête pendant très longtemps. Fait qu'il y a beaucoup de choses très charnelles dans la maternité. Je oui. ne trouvais pas, ça a été long, ça a été dur, ça a pris du temps avant qu'on connecte, mon fils et moi. Il a fallu qu'on s'apprivoise parce que j'étais beaucoup, beaucoup dans ma tête. Puis, j'avais hâte d'avoir des conversations avec des adultes. Moi, rester à la maison avec une poupée de chiffon, je n'étais pas bien, là. Il me Mhm. manquait quelque chose de viscéral dans ma vie. Puis en plus, j'étais dans un village, dans la Naudière. Une bourgade de 7 000 âmes avec pas beaucoup de vie culturelle, pas beaucoup de vie de village. Fait que c'était moi prendre des marches prendre des marches dans mon quartier puis avoir des conversations avec aucun adulte, ça a été vraiment dur. Je suis retournée à l'école à temps partiel. Mon garçon avait 6 mois. En fait, j'ai fait un certificat pendant ma grossesse, ma maternité, puis j'avais hâte de retourner à l'école. Puis je me sentais tellement mal d'avoir hâte de retourner à l'école. Je te comprends. Moi, j'avais hâte que ma petite, elle entre à la garderie. Puis je me sentais mal quand je voyais les mamans qui, elles, avaient le cœur brisé de les laisser partir. Moi, écoute, moi, la première journée de garderie, qui était à la garderie 2 jours par semaine, moi, la première journée, j'ai comme fait, moi, j'allais voir des adultes. J'étais tellement contente. Je vais pouvoir avoir des vraies conversations, parler de politique, puis de philosophie, puis de gestion, puis je vais avoir du fun. Fait que, tu sais, les vidéos de comptines, moi, je connais j'ai des amis qui ont des mamans qui écoutaient des vidéos de comptines à longueur de journée. Je suis comme, non, moi, ça n'arrive pas chez nous. C'est non. Moi, me faire raconter l'alphabet, puis ça, non. Je refuse catégoriquement. Petit doigt au perché, je suis pas capable. Je fais, oh non. Ah, puis je me sentis tellement mal. Mm. J'ai culpabilisé longtemps par rapport à ça. Maintenant, ça va. Là, j'ai fait la paix. Mais on Mais est c'est ça. beaucoup, hein. On est beaucoup parce que la société nous renvoie une image, justement, qu'on est toutes faites pour ça, puis qu'on aime ça. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as vraiment désiré. Tu sais, depuis longtemps, tu voulais être maman. Et c'est pas pour autant que tu aimes, en fait, te couler dans ce moule qu'on nous présente de je passe mon temps à faire gaga gougou pendant 9 mois, puis je tripe ma vie. Non, Non. non. L'allaitement, c'est pas bien passé. L'accouchement, c'est pas bien passé. Mm, Euh, le- 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 Je savais que j'étais capable d'être une bonne mère. Physiquement, mon fils ne manquait de rien. Ça allait super bien. Puis même l'infirmière qui était passée à la maison après notre retour à la maison était comme OK, vous êtes à l'aise avec les enfants, vous, ça va bien. Moi, pour prendre le bébé, il vire de bord, change la couche, il n'y a pas de problème. Tu sais, mhm, j'avais connu ça quand t'as des frères et des sœurs d'une dizaine d'années de différence, t'es the gardienne à appeler. Fait que j'ai mm. gardé beaucoup, beaucoup de bébés quand j'étais petite. Fait que je savais que j'allais être bonne. Je savais que j'allais être capable de le faire. Mais je savais pas tout ce qui allait se passer, qui s'explique pas, qui se, qui fait que se vivre. Mhm. Je savais pas que j'allais être frustrée à ce point-là. Écoute, ma montée de lait, ça a été long avant que ça arrive à Mhm. cause du stress. Puis bon, on savait pas encore que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Fait que mon système était complètement débalancé. C'est une vieille infirmière qui est arrivée et qui est venue me voir et qui a fait inquiète-toi pas, tu vas retourner à la maison. 2 heures plus tard, ça va se passer. Stresse pas parce que j'ai passé 5 jours à l'hôpital à cause de la chirurgie. Comme de fait, arrive à la maison 2 heures après. Ah!
c'était fait, c'était réglé. Mais là, après ça, elle va me faire poser un stérilet parce que je voulais faire un AVAC. Je fais un accouchement vaginal après césarienne, puis fait que j'ai fait poser un Mirena, qui est un stérilet avec des hormones. Du jour au lendemain, plus rien. Fait qu'à 7 semaines, plus capable d'allaiter mon bébé. Amenez-en du chardon-marie, puis amenez-en des trucs pour essayer de provoquer la lactation. Ça, mon corps ne voulait plus rien savoir. Il était hyper sensible à ce niveau-là. Fait qu'il a fallu que je fasse mon deuil de l'allaitement 2 fois. À l'hôpital parce que j'avais pas la montée de lait, puis 2 mois plus tard. Ça a été émotionnellement très, très, très dur. Oui, puis j'ai le sentiment on nous y prépare pas. On nous peint ça comme rose Ouais. bonbon, puis... Hmm. Ça va bien se passer si tu veux que ça se passe bien. C'est toi qui es capricieuse quand ça se passe pas bien. Non. Non, mais c'est parce que toutes les hormones, ça a vraiment des gros effets sur nos émotions. Tu joues sur la chimie du cerveau sur un moyen temps, là, on va se le dire, là. Ouais, C'est ouais. vraiment pas évident. Puis c'est vrai qu'on ne nous prépare pas assez. Nous, on avait été chercher une accompagnante de naissance Mhm, qui était sexologue de formation. Fait que, oui, on a parlé de sexe avec, avec notre accompagnante de naissance, c'est sûr. Puis oui, on a eu du sexe tout le long de la grossesse, ça s'est super bien passé. De ce côté-là, c'est pas la même chose, on s'entend. Mais on était très, ouais, on sait pas le mot, pas déculpabilisé, mais je veux dire, décomplexé. décomplexé. Mhm, On n'a jamais pensé que le psy allait le voir. On n'a jamais pensé. Moi, on est mhm, dans les hormones, on est dans la sérotonine, genre, c'est que du bonheur, c'est que bon pour lui. mhm, En même temps, j'ai eu une grossesse tellement difficile. Mon père est décédé pendant que j'étais enceinte. On a appris que la mère de mon conjoint, elle avait un cancer en phase terminale, elle a toffé pour voir le bébé. Mais son prognostic, au moment où, la même semaine, là, il a gradué, on a appris que j'étais enceinte, puis on a appris que sa mère allait mourir. Puis moi, j'ai appris aux gens que j'étais enceinte au funérailles de mon père. Tu sais, ça a été hyper chargé mhm, émotionnellement. Ça peut bien être un paquet d'émotions. Mon fils, il n'a reçu que ça. Des mhm. surcharges d'hormones tout au long de la grossesse. Euh, mais non, on nous avait pas. Il y a des trucs qu'on n'avait pas vu venir, hein. Et puis tu sais jamais comment ça va se passer. Je veux dire, c'est une loterie. Non. Il y a autant de maternités qu'il y a de mères. Hein. Tu sais pas comment Ouais. ton corps va réagir. Tu sais, moi, par exemple, c'était la douleur de l'accouchement qui me faisait peur. Puis en fait, ben, je supporte très bien la douleur, mais je ne le savais pas. Ben, j'avais jamais vécu ça. Tu vois? Moi, j'ai appris. Moi, je voulais un accouchement naturel. Et ben, mon fils n'était pas d'accord avec le projet. Il regardait Oh. par la gauche, lui. Il avait la tête par en bas, mais il regardait par la gauche. Puis avec un vieux médecin, on m'aurait fait une demi-version, puis ça aurait été correct, j'aurais été capable d'accoucher naturellement. Mais j'ai été suivie par un nouveau médecin, frais sorti de l'école, qui avait de la misère à me regarder dans les yeux, tellement il était gêné. Fait que ça a donné ce que ça a donné, puis ça a fini en césarienne. Fait que là, il y avait. C'est ça, tu sais, ce que je pense que ce qu'on n'avait pas anticipé, on savait que ça allait être rough. J'avais entendu dire, puis on est plongé là-dedans, puis des fois on se regardait, puis c'est comme les 18 premiers mois, on ne se ressemblera pas, on va redevenir nous-mêmes à peu près 18 mois après la naissance du bébé. Mhm, Ça, on nous l'avait dit, pour dire ça, mon cerveau l'avait entendu. La première année et demie, faut pas que tu te fies à quoi que ce soit qui se passe comme repère pour le futur de ta vie de couple. Il y mhm, a trop de choses qui changent en même temps. T'es tout croche côté hormones. Papa essaie de faire son chemin dans tout ça, puis il te reconnaît pas, puis il apprend à connaître un autre humain. Puis moi, on m'avait dit, séparez-vous pas dans les 18 premiers mois, il y a trop de choses qui changent, ça va revenir. mhm. C'est ce que j'ai dit à beaucoup d'amis qui sont tombés enceintes du premier. C'est un bon Première année et conseil. demie, toffé. Séparez-vous pas. Si après 2, 3 ans, ça revient pas, OK, mais premier 18 mois, c'est comme le moment où tu apprends à connaître ton chum, là. C'est le début de la relation, sauf que là, tu passes d'une dynamique à un trio. Fait que là, il y a 3 relations différentes dans un trio, là. Oui, puis tu sais pas le père qui va être, et lui, c'est pas la mère que tu vas être. Puis ça nous transforme Non, les deux, et si on va dans la même direction, ça va, mais si on va dans des directions opposées, ça pour peut être... commencer des choses, des sujets que tu n'as jamais pas abordés parce que tu ne Ouais. l'avais jamais vécu, ça. Ouf! Non, ça a été rocambolesque, le début de la vie de mon garçon. Finalement, on s'est séparés avec son père, mais ça n'a rien à voir avec la maternité, en fait. Mhm. C'est le fait qu'il est tombé orphelin quand notre garçon avait 2 ans. Lui, il a fait plus un postpartum que moi.
C'est-à-dire que c'est venu le chercher tellement loin de perdre sa mère au moment où il a eu son fils que ça a brisé quelque chose en dedans de lui. Puis au bout de 3 ans, c'était toujours pas revenu. Mm. Mais cette portion-là sur la maternité, il était très présent. Ça a été un super bon papa. Euh, il était complètement là. Je pense que lui, il était plus là au début que moi. Mhm. Moi, j'ai eu. C'était pas, on nous dit pas non plus que ça peut exister. C'était pas un postpartum, mais je gambadais pas sur l'arc-en-ciel du bonheur non plus. Mm. C'était comme un burn-out de maternité. Je ne sais pas si on Oui, peut. ça existe, le burn-out maternel, ça existe. Ouais, ouais. C'était juste, c'était trop. Ben, c'était trop. Là. C'est trop. Ben, c'est ça. C'est Les deux trop, puis on se décès, les reconnaît. rénovations, tout ce qui peut être facteur stressant dans la vie d'un couple, on les a eus en dedans de 5 ans. Et je pense que c'était ça. J'étais brûlée émotionnellement. Ce qui fait que ben, par le temps que on voulait avoir bébé numéro 2, puis après ça, ben, moi, je me suis dit, bah, ça va bien aller. Je suis au début de la trentaine, je vais trouver un autre papa, je vais comme trouver quelqu'un pour partager ma vie. Puis c'est non. Mais c'est pas arrivé. Puis là, ben, techniquement, je pourrais encore en avoir, mais je suis rendue dans la quarantaine, puis je suis pas sûre que j'ai envie de retourner aux couches. Ouais, je te Non, en fait, comprends. c'est vrai, je suis certaine que j'ai pas envie de retourner aux couches. Ouais, ouais. Non, non, je comprends ça. Moi aussi, la petite dernière, elle me dit, ah, maman, un autre bébé. Puis je suis comme, non, c'est bon. Tu t'en feras. Ce qui me rassure, c'est que mon garçon, quand il était tout petit, à 4 ans, tu sais, quand on lui demande qu'est-ce que tu vas être quand tu vas être grand? Mais lui, il nous répondait un parent. Oh. Ouais, son premier choix de carrière, c'était ça. Fait que je suis sûre qu'il va en avoir. Je suis certaine que c'est tellement imbriquant dans lui. J'aurais aimé lui donner un petit frère ou une petite sœur. J'aurais vraiment aimé ça. Ouais. La vie a juste décidé que ça n'arriverait pas. Et finalement, avec le niveau d'énergie que j'ai eu aussi, parce que bon, avec les hormones qui partent dans tous les sens, j'ai des grandes périodes où j'avais aucune énergie. Mhm. À ce moment-là, j'étais contente d'en avoir rien qu'à m'occuper. Mm. C'est ça. J'ai valsé comme ça une bonne partie de ma vie. Mais c'est drôle ce que tu dis à propos de ton fils, parce que moi, contrairement à toi, je n'étais pas aussi préparée. Je ne m'attendais pas à tous ces chamboulements, en fait, dans le couple, dans mon corps. Donc, moi, c'est l'entrée en maternité que j'ai trouvé difficile. Mais, et j'ai beaucoup culpabilisé, parce que contrairement à toi, j'avais pas l'habitude des bébés, de changer les couches. Enfin, je disais 25 livres, j'avais l'impression de tout faire tout croche. Et en plus, j'avais un conjoint qui, lui, a toujours voulu autre papa, qui avait plus l'habitude, donc je me sentais encore plus poche, tu sais, en comparaison. Mais j'avoue que mes filles, et surtout mon aînée avec qui j'ai aussi plus de misère à connecter, elle aussi, elle adore les enfants. Je veux dire, elle a 7 ans et demi et son jeu préféré encore avec sa petite sœur, c'est jouer à la garderie, à l'école, à la pouponnière. Enfin, tu sais, tous les toutous, ils sont dans les classes, ils font des activités, ils changent les couches. C'est bon signe. Puis les deux à date parlent qu'elles veulent avoir des enfants, donc tout va bien, tout va bien. Mais non, non. Donc c'est vrai que te dire que bon, bah, toi tu passes à travers tout ça, mais ça, quelque part tu guéris des choses que tes enfants finalement dont ils vont hériter. Ça, c'est ça, je trouve que c'est beau. C'est vraiment sa sensibilité Mhm. qui m'a obligée à faire face à la mienne, puis à connecter, puis parce que je t'ai préparée sur le plan concret de la chose. Moi, je t'ai préparé à changer des couches, ça va, faire des biberons, faire des purées. Hein, puis au moment où ça s'est passé, j'ai regardé ma mère, j'ai fait, si un jour cet enfant-là dit que je ne l'aime pas, tu lui diras que j'ai fait de la purée de foie pour lui. Euh, Fait que, tu sais, je t'ai préparé à toute la portion concrète. Tout ce qui peut se passer avec la tête, j'étais prête. C'est ce qui se passe au niveau émotionnel que j'étais pas prête. Puis j'ai été, on pourrait dire, j'ai pas été une bonne mère pendant les premières années de sa vie. Je gérais pas mes émotions, j'avais des accès de colère, ça fonctionnait pas, j'avais pas de patience. J'avais pas appris, moi, plus jeune, à gérer mes émotions. Puis, mais mon garçon, il fait le saut quand il entend des bruits forts. Mhm. Et que je l'ai probablement traumatisé à quelques reprises, parce que je, je connectais tellement pas avec mes émotions, je comprenais tellement pas qu'est-ce qui se passait, c'était quoi les signaux, que quand je ressentais des émotions, c'est parce qu'il était rendu trop tard, j'avais plus de contrôle dessus. Et que j'ai grandi dans un environnement quand même violent. Mon père est alcoolique, puis ça n'a pas été toujours rose. Donc, il y a eu des années vraiment, vraiment difficiles. Fait que j'ai pas été outillée entre ma mère très cartésienne et mon père qui gérait zéro ses émotions, pour apprendre à reconnaître et gérer les miennes. Donc, c'est mon fils qui m'a appris beaucoup, beaucoup comment faire, parce que pour Paul,
pas, pour pouvoir guérir l'intergénérationnel, pour pouvoir passer à m'assurer que lui, il traînerait pas ça une génération de Mhm. plus. Il a fallu que je me regarde dans le miroir à un moment donné, puis que je fasse, c'est maintenant que ça se passe. Il faut que tu n'as pas le choix. Faut que tu changes si tu veux que lui soit bien. Puis comme j'en ai rien qu'un, ben, puis j'ai comme pas le choix, il faut que je concentre toutes mes énergies sur lui, hein, parce que je peux pas diffuser mon énergie puis faire comme je vais m'occuper de toi plus tard. Pendant ce temps-là, je vais avec ton frère ou ta soeur, il n'y a pas de frère ou de soeur. Donc, j'ai comme pas eu le choix de focuser sur lui. Surtout que dans tout ce dans tout ce qui s'est passé avec son père suite à la séparation, lui il s'est retrouvé dans une relation, on va dire une relation, on va dire toxique Mhm. pour éviter d'autres termes. Mais c'est ça. Et puis dans la vie de son garçon depuis 3 ans. Par choix. C'est bon, c'est moi la méchante dans l'histoire, dans sa version de l'histoire, mais fait que depuis 3 ans, je suis le seul parent, donc je dois montrer l'exemple. Donc ça a vraiment augmenté, ça a vraiment donné encore plus ben, pas de pression, mais de sentiment d'obligation de faut que tu te gères. Ouais. Fais le travail que tu as à faire sur toi parce que maintenant, cet enfant-là n'a qu'un seul parent. Faut que tu livres. Et qu'est-ce que tu as fait pour ça? Qu'est-ce que tu as trouvé comme outil? Ça a été une combinaison de beaucoup de choses. J'ai Mhm. lu, j'ai tellement lu. J'ai lu, j'ai été dans des conférences, j'ai écouté des podcasts, j'ai été m'enfermer dans une tente avec de 29 autres personnes à suivre ma vie pendant 4 heures. Euh, je me suis lancée sur. J'ai retrouvé une psy, j'ai trouvé une bonne psy Mhm. qui me laissait pas rentrer dans ma bullshit parce que moi, comme mon cerveau, il fonctionne bien, hein, je savais toujours quoi dire au psy, ça réglait pas mes problèmes. Donc, elle m'a pas laissé aller là. Et à chaque fois qu'elle était comme, non, non, là, t'es dans ta tête, tu reviens. Elle m'a donné les bons outils pour être capable de déclencher ça, là, de vraiment enclencher le processus de guérison. Puis, ça a été c'était volontaire. Ça a été un gros travail, c'était volontaire. J'ai broyé ma vie tellement souvent. J'ai eu des bonnes amies aussi. Je me suis entourée de bonnes personnes qui étaient capables de juste me valider, et juste me laisser ventiler, laisser sortir ce qu'il y avait à sortir quand il y avait des mauvais qui sortaient, puis qui me remettaient ma vérité en pleine face aussi. Ça prend des amis comme ça qui te. Comment Churchill dit? Real friends stab you from the front. Ouais. Ouais, ça prend. J'en ai deux des amis comme ça qui ont su me poignarder de front avec beaucoup d'amour, Mhm. qui sont des personnes très importantes dans ma vie, qui m'ont pris où j'étais, le beau bordel que j'étais à ce moment-là, l'espèce de. Parce que là, je pouvais plus me fier à ma tête, mais je m'étais toujours fiée à ma tête, puis il fallait que Mhm. j'apprenne à fonctionner avec le reste que je connaissais pas encore. C'est les amis de la psy, puis tu connais la liste de Jérémy Demé? Deux? La liste de Jérémy Demé, son livre sur les moyens qu'il avait utilisés pour sortir de sa dépression. Non, non. Je OK? connais le gars en C'est question, mais non. une liste d'à peu près 30 moyens qu'il a essayé pour sortir de sa dépression. Puis quand il est sorti, ma mère me l'a acheté, puis je suis comme, ouais, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Ah, ça faudrait que j'essaye. Ça j'ai fait, ça j'ai fait. Fait que c'était à peu près ça. J'ai pris le catalogue des solutions, puis je les ai pris. J'ai fait du mastermind, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnose, de la thérapie énergétique, j'ai fait des affirmations, du yoga, de la méditation, psychologue, psychothérapie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été voir Marie-Paul Ross, la nonne-sexologue, à une certaine Mhm. époque aussi. Ah non, écoute, j'en ai fait des affaires, là. Quand je regarde la liste, des fois, je suis comme ça se peut pas. Mais en J'ai fait, fait moi, tout je ça. suis persuadée que tout marche, mais il faut trouver ce qui marche pour soi. Puis ça prend Ouais, des erreurs. Tu sais, il y a un tel va te dire, ah, essaye ça, pour moi, ça a bien fonctionné, mais il se peut que pour toi, ça ait zéro effet, tu sais. non, c'est ça. Je pense que tout a fonctionné un peu. Mhm. Puis qu'est-ce qui a fait le plus, en fait, ce qui a le déclic, là où il s'est fait, c'est une technique, c'est une thérapie qui s'appelle la thérapie, en anglais, c'est ACT, OK. Acceptance and Commitment Therapy, puis en français, Mhm. c'est la thérapie d'engagement et C'est pas acceptation? acceptation et engagement. OK. Thérapie d'acceptation et engagement, où c'est justement vraiment des exercices qui reconnectent. Et là, j'ai vu toute la valeur ajoutée de tout ce que j'avais fait avant, parce qu'au moment où ça a Mhm. reconnecté, j'étais outillée pour vivre ce que j'avais à vivre, ce qui s'est passé.
Tandis que quelqu'un qui commence par tu te retrouves avec une pieuvre qui collabore pas dans ce que tu Mhm. essaies de gérer. Et que j'étais au moins capable de gérer une Ouais, partie de la pieuvre. Et ça a ouais. vraiment fait une différence à ce niveau-là. Puis ça m'a reconnecté avec. Ça m'a permis, ça m'a fait réintégrer ce que je savais, puis ce que j'avais appris dans toutes les lectures, les Mhm. conférences, les méditations, oh mon Dieu, que j'en ai fait. Ça n'a juste pas de Et sens. le stage qu'on a fait ensemble, il s'insère comment dans ce parcours? C'est le moment où j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui connectait pas, puis qu'il fallait que je reconnecte. Mhm. Et je cherchais cette réponse-là. Là, j'étais là dans mon parcours. Je cherchais à reconnecter. Et je me rappelle encore, quand on était tous couchés, en, en accordéon, toute la gang, là, euh, Ouais. En j'ai position fétale, parlé hein, il me semble qu'on était aussi en position pétale, fétale toute parce la qu'on gang n'avait pas de couchée en place. sueur. J'aurais jamais été aussi intime avec des inconnus de toute mon existence, je pense. Faut que tu sois à l'aise dans ton corps, sérieusement, pour vivre un madado parce que tu tues ta vie et t'es collé sur un autre être humain que tu connaissais pas 24 heures avant, là. Ça a été, c'est le test ultime pour savoir si t'es bien dans ton corps, sérieusement. Mais, et je me rappelle, ça bloquait. Ça bloquait. J'arrivais pas à pleurer. J'arrivais pas à vivre quoi que ce soit. Je- ça bloquait. J'ai calé du tabac tellement souvent. Il fallait crier de tabac quand on avait besoin d'un coup de main pour aider à gérer quelque chose. Puis moi, je le calais juste. J'étais comme, je veux que ça débloque. Je veux que ça débloque. Mhm. Je veux que ça débloque. Je savais que ça coinçait. Puis finalement, ma classe a débloqué. Ça a débloqué 2 mois après, 2, 3 mois plus tard. Oups, ça a pogné une vitesse. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que là encore, c'est ton esprit en fait qui veut forcer le corps. Or, moi, ce qu'on m'a appris, c'est que le corps, c'est le dernier à réagir, c'est le plus lent. C'est vraiment le plus lent. Tu sais, là, ça peut cliquer, mais après, il faut que ça descende ici, comme nous dit Chomis, dans le cœur et puis dans le corps. Tu sais, ouais, Ça, ça se fait lentement, là. C'est pas. ah, non, c'est ça. Fait que ça a pris, ça a été un rebours. Que ça a fini par rentrer. Mais quand ça a rentré, j'étais contente d'avoir fait tout ce que j'avais fait avant. Mhm. Parce que là, j'avais les outils, puis j'étais capable. Je suis ah, OK, c'est ça que ça voulait dire. Ah, OK, c'est ça que ça voulait dire. Puis là, j'étais capable de tout tisser ça Mhm. pour faire l'espèce de fil avec lequel je me suis retricoté le cœur. Mhm. J'étais capable de ramener puis de recoller mes morceaux. J'ai longtemps pensé qu'il fallait que ça vienne de l'extérieur de moi. Puis c'est drôle parce que là, j'ai quelqu'un dans ma vie qui passe par des bourrofs. Puis j'ai dit, t'es dans le bout où toute ton énergie vient de l'extérieur. S'il y a des journaux où t'as vraiment pas d'énergie, t'as des journaux où t'en as, c'est parce que ton énergie vient de l'extérieur de toi. Ça va guérir, puis à un moment donné, elle va recommencer à venir dans l'intérieur. Parce que je l'ai vécu, ce moment-là. J'ai fait 3 burn-out dans ma vie, une dépression. J'ai eu des périodes tellement difficiles. J'ai été diagnostiquée de dysthymie saisonnière, de troubles anxieux généralisés. J'ai eu beaucoup de mauvais diagnostics dans ma vie, mais j'ai été diagnostiquée de troubles anxieux généralisés. Ça, c'était à cause de mon cerveau qui spinait trop vite. C'était même pas un trouble anxieux, en fait. Mais c'est un TDA non diagnostiqué. Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça a été ça, là, que tout rattaché les fils, puis que ça a été comme la colle, ça a fonctionné. Mais alors, comment tu expliques que pour tout le reste, tu étais quelqu'un vraiment dans son corps, dans sa sensualité, Mhm. moi, j'avoue que ce paradoxe m'interpelle parce que je ne savais pas ça de ton histoire. Et tu avais l'air tellement, oui, décomplexé, assumé. Moi, je suis sensuelle. Tu sais, j'ai essayé plein d'affaires, il n'y a pas de problème. Alors que moi, et j'ai toujours eu comme ce côté rationnel et émotionnel, mais j'avais appris j'étais quand même consciente que, tu sais, mes émotions, il fallait que j'apprenne à les gérer, tout ça. Mais au niveau du corps, c'est ça, il y a toujours une gêne, en fait, alors que je la sens pas chez toi. Ouais. Je pense, cette partie-là, je pense qu'elle vient en partie du fait que à la puberté, je suis passée de fit, tu sais, je levais mes bras, on voyait mes côtes là, quand j'avais 10 Mhm. ans. Là. Euh, je bougeais, je grimpais dans les arbres. Et là, à 12 ans, avant la fin de ma 6e année, je portais du C. J'avais, j'ai pris du coffre, j'ai pris de la masse partout. J'ai à peu près la même shape qu'à l'époque. Mhm. Bon, en version
plus adulte maintenant, là, mais ça a été très radical comme changement et j'étais pas préparée à ça du tout. Mhm. Sauf qu'à l'époque, on revient quand même 25 ans en arrière, euh, des vêtements curvy, il n'y en avait pas. Mhm. J'avais le choix d'être habillée comme un garçon ou d'être habillée comme une matin. J'avais rien entre les deux. Je pouvais pas être féminine. Ce qui fait que j'ai porté du marine, du gris, du noir, des jeans, des chandails avec des dessins dessus, la queue de cheval sur le derrière de la tête. J'étais zéro féminine. Euh, Ce qui ne m'a pas empêché de perdre ma virginité de façon non consentante à 17 ans et demi. C'est juste Mhm. pour être certaine que mes parents allaient être mis au courant par la police. Fait que mon entrée dans la sexualité, j'étais prête depuis que j'avais 14 ans à le vivre. J'attendais juste la bonne personne. Mais comme j'étais zéro dans ma féminité, mais zéro peu barre là, absolument pas, euh, ça fonctionnait pas. J'avais rien. Moi, je suis one of the guys. J'étais one of the guys. J'ai été élevée par. J'ai que des frères. J'ai pas de sœurs. Dans mon quartier, on était trois filles, sinon c'était tous des garçons. J'ai une cousine de chaque côté de la famille. J'ai que des cousins. Et moi, j'ai grandi dans un environnement très masculin. Ma mère était cartésienne. Comme mon père était plus ou moins présent, mon père n'était pas très affectueux ni très présent, puis ma mère est très dans sa tête. Mhm. Fait que j'ai pas. Ma mère m'a pas appris à me maquiller, je peux pas m'habiller, j'étais pas dans la féminité du tout. J'ai même eu une coupe de petits vieilles, là, une coupe de personnes âgées, là, tu sais, les cheveux très courts en arrière. C'est ça, j'ai pas été dans la féminité. J'ai commencé à porter du rose à 25 ans. Fait qu'on dirait qu'à partir du moment où je suis tombée dans la féminité, je suis tombée dedans. Vraiment beaucoup. J'ai rattrapé mon retard. Et là, c'est le contraire. Je suis devenue hyper féminine. Je ne porte à peu près que des robes l'été. Euh, j'ai commencé à me faire les ongles. J'ai appris à me maquiller par moi-même. Là, j'étais à peu près tout le temps. Mais sans jamais tomber dans le côté très poupée, là. Mhm. Mais ma féminité, j'ai décidé beaucoup de la vivre dans mon corps. À partir du moment où il y a eu des compagnies qui ont commencé à faire des vêtements pour les femmes rondes, où on avait le droit d'être jeune et ronde, ça a Mhm. changé, ça a flippé, là. Ça a vraiment fait une grande différence pour moi. Fait que là, je suis vraiment tombée là-dedans. Et là, j'ai porté des décolletés, puis des vestes de cuir, puis j'ai porté des jupes, des robes, des talons. Parce que là, pour une fois, j'étais capable de trouver des souliers qui me faisaient. Alors là, je me suis vautrée là-dedans, puis je suis tombée là-dedans. Puis comme j'étais en même temps un peu déconnectée avec mon corps, ben, j'ai fait vivre des choses à mon corps en ne les respectant pas tout à fait. Mhm. 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 Je suis rentrée dans la sexualité comme un gars rentre en sexualité. Fait que oui, j'étais très décomplexée, puis j'étais très bien dans mon corps parce que de toute façon, comme j'étais déjà ronde à l'adolescence, j'ai pas eu le choix. Moi, je pouvais pas faire ma coquette au lit. C'était sûr et certain qu'il y avait des boudins, c'était sûr qu'il y avait des morceaux qui débordaient, c'était sûr et certain que c'était pas élégant. Fait qu'il y a comme une partie de moi qui avait la merde. Je suis tombée là-dedans. J'ai vraiment fait, ben, tant qu'à pas être esthétique, je vais le vivre. Mhm. Et là, je suis tombée là-dedans et je l'ai vécu. Je le ressentais. J'étais beaucoup, beaucoup dans le charnel, dans la sensation, euh, parce que l'émotivité, je n'arrivais pas à la connecter. Mhm. Fait que j'ai vraiment vécu ma sexualité comme un homme, comme Mhm. si ça se passait à l'extérieur de moi. Il y avait le film Québec-Montréal Oui, qui était sorti à l'époque. Il y avait, il y avait un des personnages qui expliquait que les femmes étaient plus sensuelles parce que tout se passe à l'intérieur d'eux. oui. Tu Mhm. accueilles quelqu'un à l'intérieur de ton corps. Les gars, fait que les filles sont comme vraiment dedans. Mhm. Les gars, eux, ben, ça sort, Ça tout sort. littéralement Ouais, ouais. sort. Mhm. Donc, ils sont par l'extérieur. Ben, moi, j'ai vécu ma sexualité comme si c'était à l'extérieur de mon corps. Ça a été beaucoup plus tard dans ma vie que j'ai réalisé que ça se passait en dedans. Aussi, l'image qu'on a de la sexualité, c'est une image très masculine. Je veux dire, tout ce que tu trouves, c'est selon la perspective masculine. Donc, c'est très difficile. Puis, on n'est pas éduqué nous-mêmes à se procurer du plaisir, même à connaître sa vulve, à l'explorer. Tu sais, c'est. Mais moi, je l'ai exploré de façon très scientifique. Je l'ai exploré avec ma tête. Je Mhm. savais de quoi j'avais l'air. J'étais déjà, ben, tu sais, c'est ça, avec les ovaires polykystiques. Quand on a réussi à faire le diagnostic, j'avais la testostérone d'un homme Mhm. mélangée avec la prolactine d'une femme enceinte de 3 mois, la progestérone d'une femme
enceinte, mais les estrogènes d'une femme ménopausée. Ok, un beau cocktail. Un beau cocktail. Fait qu'imagine, ça faisait depuis que j'étais ado que je vivais ça, cette espèce de Mm. débalancement-là. Fait que je pense que j'ai eu toute ma vie plus de testostérone que la plupart des femmes. Et ça a teinté ma façon d'approcher la sexualité jeune. C'est plus tard, quand j'ai refait le lien, et depuis que maintenant qu'on traite mon déséquilibre, que là, je suis tombée plus dans le féminin, puis là, je suis tombée, excuse, c'est dans mon corps que tu vas t'insérer. Il faut que tu mérites. Faut que tu aies la permission. Faut que tu mérites ta place. Ça a vraiment changé là, dans les 3, 4 dernières années, là, cette espèce de flip-là. Est-ce que la maternité a changé ton rapport à la sexualité un peu ou pas du tout? Ce qui a changé, c'est ce qui est venu avec la cicatrice, avec Mm. mais ça n'a pas été. Moi, enceinte, j'ai pris 17 livres. Mhm. J'ai porté le même manteau tout le long de ma grossesse. Une semaine après mon accouchement, je faisais 10 livres de moins qu'avant d'être enceinte. Bon, Mhm. j'étais toujours ronde, là, mais j'ai perdu du poids, moi, un coup que j'ai accouché. J'ai perdu du poids enceinte. Et j'étais en forme aussi. Mhm. Vive l'élastine. OK, OK. Parce que moi qui avais eu des problèmes, des douleurs au dos toute ma vie ou à peu près, enceinte, je filais le parfait bonheur, je marchais, je bougeais, j'avais pas mal de temps. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais jamais accoucher. Mais je veux qu'il reste là. D'ailleurs, il est né 2 semaines en retard, mais Il provoqué. avait compris que t'étais bien, il s'est dit, bon, Oui, allez, on il va lui avait faire un petit compris rap. que j'avais pas de problème avec ça et que je vais rester, il n'y avait aucun souci. Il m'a bien écouté. C'est vraiment plus tard que ça s'est fait. C'est pas la maternité qui a tant changé mon rapport à mon corps, Mhm. parce que j'avais déjà été obligée de passer par certaines étapes d'acceptation de mon corps. Tu sais, moi, je suis devenue toutoune dans les années dans les années avec les top modèles, là. Mhm. Calvin Klein One. Le Mhm. corps androgyne était ce qu'on recherchait. Fait que le rapport à mon corps, j'ai pas eu le choix de le gérer tôt dans ma vie. Et quand je suis arrivée à la grossesse, je suis comme, Mhm. rendu là. Tantôt, tu mentionnais que pendant ta grossesse, donc vous aviez une sexualité très épanouie. Et après, est-ce que ça a continué? Est-ce qu'il y a eu un changement? Ça continue quand Ouais. même bien. Après, oui, on a continué. Ben, là, on a cicatrisé quand même, hein. On Oui. a pris un petit peu de temps. Mais comme je me plaisais à dire, moi, je suis restée toute neuve en bas. Parce que j'ai eu un seul accouchement et c'est passé par césarienne. Donc, moi, je suis encore fraîche en bas. Je suis encore toute neuve. Mais Ouais. comme j'ai fait énormément d'exercices aussi pour renforcer mon plancher pelvien pour pouvoir faire un accouchement vaginal post-césarienne, disons que j'ai appris beaucoup aussi à, à comprendre comment ça fonctionne puis à avoir les sensations. Mm. Puis c'est devenu pratique. Mhm. Avoir un bon contrôle de son plancher pelvien, ça te donne des sensations, ça fait C'est dire. vrai. Tu vas avoir beaucoup de plaisir. Puis j'ai décidé, je pense qu'il y a un moment dans ma vie où je pourrais pas dire exactement quand, où j'ai eu une espèce de flip, puis ça fait, hey, le sexe, c'est supposé être le fun. Mm. Ça va être le fun. C'est dans le corps, j'aime la bouffe. Tu sais, en partant, je suis quelqu'un qui aime bien manger, qui aime les saveurs, qui aime les couleurs, qui aime la musique, j'aime danser. Euh, C'est le grand paradoxe de ma vie en ce moment que je suis tombée amoureuse d'un homme qui bougonne, qui danse pas, qui est comme fait pas. Je suis comme, il fait comme tu me feras jamais danser. Je suis comme ben, tu vas être obligé de tolérer que moi je danse. Fait que- Fait que j'ai embarqué là-dedans puis je l'ai gardé ce morceau-là. J'étais comme c'est pas vrai que parce qu'il y a un humain dans mon corps, je vais arrêter d'avoir du plaisir avec ce corps-là. De Mm. toute façon, moi, des fois, il y a des informations qui attachent et qui restent, là. Mhm. Moi, j'avais entendu dans un film ou une émission à un moment donné quelque part que faire l'amour quand tu es enceinte, c'est juste bon pour le bébé parce que ça donne juste des hormones agréables. Mhm. C'est de l'ocytocine, puis de la sérotonine, puis de l'endorphine. Là, j'étais comme, oh ouais! Donc, on s'est écouté là-dedans, puis ça a été un peu différent, mais le fait d'avoir une accompagnante de naissance sexologue a aidé aussi. Mm. Mhm. Elle a été très déculpabilisante là-dessus, puis on en parlait de toute façon, c'était quelque chose. Je vois pas beaucoup l'intérêt du tabou dans Mhm. la vie, Mhm. dans le sens où faut en parler pour que Mm. ça devienne naturel. C'est normal. On est tous sur Terre parce qu'il y a eu deux humains à un moment donné qui ont fait l'amour dans différents contextes.
Il y a de tout dans ce qui peut se passer au niveau de la sexualité. Puis, ben, à un moment donné, là, ça, je sais pas si ça vient du côté TDA, mais le parti explorer aussi, à un moment donné, c'est venu naturellement. Ça fait, bon, on pourrait essayer. Mhm. Puis, on a essayé plein de Mais trucs. je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose parce que euh, moi, j'ai grandi dans une famille où la sexualité était taboue. Euh, et pas juste la sexualité, je veux dire, même tout ce qui était en lien avec le corps de la femme. Je me rappellerai toujours, quand j'ai eu 18 ans, mes parents habitaient encore en Italie, mais il fallait que je rentre en France pour mes études. Et c'est dans l'auto, juste avant de me quitter, que ma mère m'a dit un peu vite, vite, hyper gênée, bon, si jamais tu rencontres quelqu'un, tu vas voir la gynécologue pour prendre la pilule, hein. Genre, ouf, ça y est, j'ai fait mon job de mère, je l'ai dit, mais tu sentais que ça lui prenait tout son change. Mais elle a grandi dans une famille, ils avaient beau être 8 femmes en comptant sa mère, euh, c'était extrêmement tabou. Tu sais, quand elle a eu ses règles, elle a cru qu'elle était atteinte d'une maladie grave, personne ne l'avait préparée à ça. Enfin, tu vois, Oui. ça, on partait de loin. Donc, je sais qu'elle a fait, tu sais, ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, elle, à l'époque. Mais c'est ça, tout ça, c'était très, très tabou. On parlait vraiment pas de sexualité dans ma famille. Et je sais que moi, j'ai grandi avec ça. Et donc, il y a toujours une gêne à ce Ouais, niveau-là, même avec mon mari avec qui je peux parler de tout. Et tu vois, moi, alors la grossesse, moi, parce que j'étais dans mon corps à fond, avec les hormones et tout, j'ai jamais eu une sexualité aussi débridée. J'en avais envie tout le temps, je me sentais belle. Tu sais, ah, mais c'est agréable, enceinte. oui, sauf que le Tu sens reste du tellement, temps, t'as tellement plus d'hormones, là. oui, C'est le mais fun. quand il n'y a pas ce shoot d'hormones, c'est comme Ouais. le cerveau qui rembarque. Puis, puis là, tu sais, je pars dans ma tête. Mais c'est drôle parce que tu parlais du côté tabou. En fait, on n'en a pas tant parlé avec ma mère, Mhm, mais quand j'étais jeune, on avait des livres. Toujours eu des livres qui entraînaient à la maison. mhm, Il y avait des livres qui étaient adaptés pour les enfants. Je me rappelle, c'était une série. Tu avais pour 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, 12 à 15 ans. mhm. Ou non, 3 à 6, non, 3 à 6 ans, 6 à 9, 9 à 12. OK. Fait qu'il t'expliquait différentes choses. Puis les livres ont toujours traîné. Et j'ai repris la même stratégie que mon garçon, même si je suis. Moi, je suis pas gênée. Lui, il a le droit d'être gêné, d'être pas à l'aise. J'y pousse Mhm, des craques des fois. Moi, j'ai décidé que j'allais déculpabiliser ça, parce que j'ai été culpabilisée de tellement de choses dans ma vie. Tu sais, quand je te mhm, disais, j'ai fait des choix, mais j'ai été culpabilisée de plein de choses dans ma mhm, vie, des choses pour lesquelles j'aurais jamais dû être culpabilisée. Mon père, je pense, n'a jamais accepté que j'aille des courbes. Il a ri de moi sur une base régulière. Il a comme fait en sorte que j'étais pas bien dans ma peau, fait que je me tenais pas super bien. Fait que quand je me suis émancipée de ça, il y a comme quelque chose qui s'est passé au niveau physiquement où je me suis ouverte. Mais moi, j'ai acheté Folado à mon fils. mhm, J'ai fait, si tu veux en parler, c'est quand tu veux. Si tu veux juste lire, te relire quand ça sera arrivé, quand ça arrivera. Là, je lui pousse des craques des fois, tu sais, comme j'ai dit, va t'apprendre à faire le lavage parce que le jour où tu vas avoir besoin de laver tes draps le matin, tu vas être très content que maman t'ait appris à faire le lavage. Mais j'ai pas poussé nécessairement plus loin l'explication non mhm, plus. Mais tu sais, au fur et à mesure où les questions arrivent, je sais pas pourquoi ça me gêne pas. mhm, Je sais pas. Je pense que c'est à un moment donné, un côté moi qui a fait que du front autour de la tête, puis que je suis fait et je m'en fous. mhm, Si ça fait pas ton affaire, je sais pas. Je pourrais pas te dire si un moment précis où c'est arrivé, mais l'exploration, hey, on essaye tout ça, puis il y a beaucoup, beaucoup d'exploration qui s'est fait après que je me suis séparée, par exemple. Il y a des choses qu'on avait commencé doucement parce que c'est plus difficile d'aborder ces sujets-là avec quelqu'un avec qui tu les as jamais abordés, avec qui tu as un historique plus pudique, disons. Mais il y a des choses qu'on a essayées, puis ça a été, tu sais, ça se faisait beaucoup, beaucoup dans la douceur qu'on a essayé. Mais après, là, j'ai fait, ah ouais, on explore. J'ai pas de compte à rendre à personne. mhm, Si ça fait pas ton affaire, tu repars. Fait que j'ai pris cette espèce de. Je suis retombée, en fait, dans mon côté très gars manqué à cette mhm. époque-là. Ouais, ouais. Mais j'étais beaucoup, beaucoup dans mon corps, mais j'étais pas dans mon cœur. Mhm. Mais tu vois, moi, je pense, mais c'est ça, corps-cœur. Moi, je pense que là où j'ai du mal à concilier, c'est le fait qu'on puisse m'aimer pour mon corps et pour le reste, et que, euh, comment dire, et qu'il peut y avoir un désir pour le corps sans que ce soit pas un abus, mais mettons, t'es juste un corps et j'ai juste envie de me faire du bien avec toi, puis de te faire du bien. Tu sais, il y a quelque chose que j'arrive pas à réconcilier, puis justement, dans
dans le récit, maintenant, en t'en parlant, je me rappelle, le récit de la mère de clan, c'est qu'elle arrive à trouver en fait quelqu'un avec qui il y a vraiment de l'amour, du respect et puis pas juste un contact physique, là, mais mettons Mm. quelque chose de charnel, si tu veux. Et que parce que c'est fait dans le respect, dans l'accueil, comme tantôt tu disais, tu sais, attends, tu rentres dans mon corps, donc il faut demander, faut qu'il n'y a pas de, il y a rien de forcé, que je pense que, tu sais, j'ai grandi avec des parents pour qui, tu sais, y en a un dominant, un dominé, là, et puis en gros, tu sais, ma mère, souvent, elle disait, euh, tu sais, dans son discours, il y avait toujours un petit peu d'obligation conjugale, j'ai l'impression, puis que bon, tu sais, à bout d'un Ouais, moment, les hommes, là, ils vont un peu vite, puis, mais qu'elle-même, elle essayait pas de réclamer son dû en disant, bah attends, moi aussi, j'ai envie de me retrouver là-dedans, tu sais. mm, Et ça, c'est probablement générationnel aussi, si tu veux, mais donc je pense qu'il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à réconcilier le tout, puis tu sais, il y a des fois, mon mari, il me dit, tu sais, mais oui, je te désire parce que je t'aime, mais pour moi, c'est comme, ben non, mais tu veux juste mon corps, tu sais. Puis quand, entre nous, tu sais, il y a eu une friction, il n'y a pas eu, il y a eu quelque chose, ben moi, j'arrive pas à aller là-dedans parce que pour moi, c'est comme, il faut d'abord que tu répares mon cœur si tu veux pour accéder à ça, tu vois? ouais. Ben, non, mais on est comme les miroirs, en fait, parce que moi, c'est l'autre côté qui est versé. C'est-à-dire Intéressant. que ça a été très long. En fait, par la force des choses, j'ai appris très rapidement, hein, vu la façon dont j'ai perdu ma virginité, j'ai appris très rapidement que le corps et le cœur, c'était deux affaires séparées. Mm, Fait que ça a été brutal comme apprentissage, mais j'ai perpétué ça longtemps parce que j'arrivais pas à trouver quelqu'un avec qui ça cliquait émotionnellement. Ça a été très long. Le père de mon fils, je l'ai rencontré à 24 ans. Avant ça, ça a été que des déboires, des histoires qui allaient nulle part. Je me suis séparée de son père il y a 9 ans. mm, J'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu une personne avec qui ça a été à peu près significatif jusqu'à mon amoureux. Puis mon amoureux, on s'est rencontrés en janvier l'année dernière, en janvier 2023. Mais on était en amitié jusqu'à il y a 2 mois. Ça n'a pas du tout de son côté. De son côté, lui, ça avait pas cliqué émotionnel, ça avait pas cliqué romantiquement, disons. mm. Puis on était en amitié longtemps avant de faire OK, là, il y a quelque chose de pas fait. Moi, à un moment donné, j'ai fait gars, ça fonctionne pas. J'arrive pas à être que ton ami. Puis j'en ai des amis de gars, j'en ai toujours eu. Mon fils a des amis de filles. Pour moi, l'amitié, c'est pas genré. Puis à l'automne, à un moment donné, ça fait gars, ça fonctionne. Je suis pas capable d'être que ton ami, j'arrive pas à pas avoir d'attente, fait que je préfère te laisser aller, continuer d'essayer de trouver quelqu'un avec qui je suis capable d'avoir une relation romantique. Puis c'est quand on s'est donné une nouvelle au printemps qui a fait comme non, non, gars, c'est correct, c'est ça que je veux. Mm, mm. Quand je vais te coller, c'est avec toi que je vais te coller. Quand je vais compter ma journée, c'est à toi que je veux la compter. Je fais, OK, il est temps que tu t'allumes. Mais, mais sinon, tu sais, entre les deux, ça a été encore un retour à pas trouver quelqu'un avec qui ça clique romantiquement, mais avoir quand même, à un moment donné, le corps en avait besoin. Fait qu'il y a, j'ai- par la force des choses, j'ai pas eu le choix de séparer les deux. Mhm. Puis là, ben, j'ai fait, ben, tant qu'à plonger dans le physique, tant qu'à plonger dedans, j'ai plongé à fond. J'ai pas fait les choses à moitié. Mais je suis pas connue pour être quelqu'un qui fait les choses à moitié en partant. Intense et passionné font souvent partie des mots qu'on utilise pour me décrire dans la vie. Ouais, mais c'est ça que je trouve beau en fait, puis c'est un des messages clés de cette mère de clan, c'est d'accepter toutes les parties de soi, puis de nourrir aussi bien la mère, la femme, l'amante, tu sais, d'être bien dans tous les aspects de sa vie. Alors c'est pas forcément tous en même temps, tu sais, il y a des fois dans ta carrière ça peut bien aller, mais ton couple peut battre un peu de l'aile, mais bon, tu sais, mais d'essayer d'atteindre un équilibre à travers tout ça et de s'y retrouver. Tu sais, moi je dis toujours, bon, bah, il y a des moments où, tu sais, moi, par exemple, je sais que mon couple, puis comme tu l'as dit au début, là, les 18 premiers mois, bon, tu sais que c'est pas, tu sais, c'est pas là que vous allez travailler le plus fort parce qu'il y a un petit être dont il faut prendre soin, puis des chamboulements qui arrivent, mais à un moment donné, on y retourne, puis on renourrit cet aspect-là, puis de se dire que, bon, bah, même si on en met un de côté à un moment donné, faut pas le perdre de vue pour autant, tu vois. Et je pense que c'est ça, moi j'ai grandi avec une mère qui, elle, par exemple, elle a mis de côté tout son côté professionnel pour être une mère et une femme. Et mon père, c'était l'inverse. C'était juste la carrière. Donc, je me dis, au moins, j'ai eu les deux modèles. Donc, ça m'a appris qu'il Ouais, fallait ça, équilibrer. on va balancer, là, ça va venir par C'est donner ça, quelque chose. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais non, moi, je pense que ça a été.
J'ai vu l'année passée, une vidéo passée, ça a fait le lien, on dirait, avec tout ça, où ça dit, j'aurais aimé qu'on m'apprenne plus tôt dans la vie que la bienveillance a deux côtés. Le premier côté, c'est d'être capable de voir et de reconnaître les émotions chez les autres personnes. Et le deuxième côté, c'est d'être capable de voir et de reconnaître les émotions, de respecter les émotions qu'on vit. Mhm. Parce que sinon, ça devient que de l'abnégation. Puis Mhm. tu te fais violence à toi-même. Mhm. Puis effectivement, j'ai compris tard dans la vie qu'il fallait aussi que je sois bienveillante envers moi-même, que je me pardonne, que je me donne de la marge d'erreur, que je me donne le droit de me planter, parce que j'ai été hyper exigeante envers moi-même super longtemps. Ce qui fait, en fait, j'avais le work hard, play hard probablement bien rentré. Fait que quand je finissais par me lâcher, comme je te disais tantôt avec les émotions, là, quand je finissais par les connaître, fait que j'ai probablement tombé en sexualité de cette façon-là, c'est-à-dire que je le vivais un petit peu trop à fond parce que je n'étais pas assez connectée. Et quand je le vivais, c'était comme genre, j'avais faim, fait que je Mhm. mange, c'était maintenant. Puis là, ben, je baissais un peu mes critères, puis j'avais pas assez de respect pour moi-même, j'avais pas assez d'estime de moi pour faire non, toi, tu remplis pas mes critères, puis tu me traites pas assez bien pour que je te laisse entrer. Puis quand ça a déclippé, quand ça a fonctionné, là, je sais qu'est-ce que j'aime, je sais qu'est-ce que j'aime pas, je sais avec quoi j'ai du plaisir parce que je l'ai expérimenté. Mais maintenant, je vais décider si tu mérites de l'avoir. Si moi, je considère que tu mérites de l'avoir, tu vas l'avoir. Puis là, on va voir, ça va décoller. Mais ça a vraiment changé. Puis en fait, le plus drôle, c'est que le moment charnière sur ce sujet-là précis, ça a été pas mal quand j'ai déménagé, j'ai changé de région administrative, puis je me suis retrouvée ici avec mon fils qui est plus en contact avec son père. Donc, je me suis retrouvée mère à 100% du temps Mhm. dans une ville où j'avais des connaissances, mais j'avais pas de réseau social solide et j'avais personne pour garder, j'avais personne pour... Et là, je ne pouvais plus me permettre de faire ce que je faisais avant. L'introspection était un peu forcée par la force des choses. Parce qu'avant, je pouvais faire garder mon garçon, il pouvait dormir chez ma mère, il pouvait passer du temps chez mon frère. Euh, J'avais encore, puis il passait des fêtes de semaine chez son père aussi à cette époque-là. Fait que j'avais encore des moments de femme. Tout était segmenté. Tout Mhm. était compartimenté. J'avais des moments où j'étais femme, j'avais des moments où j'étais mère, j'avais des moments où j'étais dans ma carrière. Tout était dans des blocs séparés. Et au moment où je suis déménagée, il y a des blocs qui ont arrêté d'exister. Mhm. Alors là, il a fallu que je me pose la question, est-ce que je suis prête à laisser aller ça? Puis en me posant la question, est-ce que je suis prête à laisser aller ça? Je me suis demandé c'était quoi la valeur de tout ça. Mhm. Et là, on dirait que les choses ont commencé à se rééquilibrer. Et là, j'ai été capable de, tu sais, c'est arrivé une dernière fois après être déménagée où je suis tombée trop facilement, j'ai laissé quelqu'un, j'ai eu ce que j'appelle du mec sexe, Je connais pas. commander, consommer, digérer en dedans d'une Ah, heure, puis t'as encore faim après. ok. Sur le coup, ça a l'air d'une bonne idée, puis après ça, t'es comme, bah, pourquoi j'ai fait ça? Ça goûte rien, ça n'a pas de saveur, ça compte, ça nourrit pas. C'est comme, pourquoi j'ai été là? Ouais. C'est ça, du mec sexe. Mhm. Et que ça a été la dernière fois que j'en ai eu, c'est il y a 3 ans, à peu près, quand je suis déménagée ici, où j'ai essayé de reprendre mon espèce de pattern, Mhm. puis ça a fait, ça fonctionne pas. Ça marche plus, ça a glitché, puis non, non, ça marche plus. Je peux pas faire ça, je peux pas partir sur un coup de tête, je peux pas, ça fonctionne plus, ça marche plus. Puis là, ben, il y a eu les grandes questions existentielles qui sont arrivées, puis j'ai repris contact avec ma psy qui m'avait aidé au moment de mon divorce. Puis Ouais, là, ouais. il y a des choses qui ont enclenché. J'ai été continuée de débloquer quand on a fait le Madado il y a 2 ans. Puis là, ça a déboulé à une vitesse incroyable. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Je suis capable d'intégrer les différents morceaux. Et j'ai cherché quelqu'un avec qui j'allais être capable de parler de sexe. Quelqu'un avec qui j'étais capable. Quelqu'un qui était à la fois mon meilleur ami, mon meilleur amant, Mhm. avec qui on a du fun, avec qui c'est léger, même s'il est bougon, avec qui ça se vit dans l'authenticité et la sincérité, qui est bienveillant avec moi, qui me retourne ça, cette bienveillance-là, qui me permet, moi, de le nommer puis d'en parler. Puis, tu sais, c'est ça que ça a généré aussi, c'est que là, ça a mis la barre très haute. J'essaie de trouver quelqu'un. Mais ça m'a mis la barre très haute. En même temps, ça m'a ouvert beaucoup les possibilités.
parce que je suis partie d'une liste d'épicerie de ce que je cherchais chez quelqu'un à chercher vraiment cette espèce de connexion-là qui me permettait d'être pleinement moi-même et d'avoir envie que cette personne-là soit pleinement lui. Fait qu'on dirait que tout s'est réconcilié, tout est devenu beaucoup Ouais, plus doux ouais. aussi à ce moment-là. Mais ça m'a pris une dernière shot à m'enfarger les pieds puis à faire comme moi. Finalement, c'est pas ça que je veux. Je passais du McDo à la grande gastronomie. Je me suis enfargée un peu entre les deux, mais Ben, c'est ça, c'est une recherche, mais comme tu dis, à partir du moment où on apprend à se respecter soi-même, on va, je pense aussi, attirer les bonnes personnes à soi. oui, Parce que comme nous, on oui, se respecte, ils vont nous respecter. oui. C'est... C'est le genre de personne, le genre d'homme que j'ai attiré en 2 mois avait complètement changé. J'attirais avant. Tu sais, on dit, j'ai entendu tellement souvent, t'attires ce que t'es. C'est Mhm, pas vrai. C'est pas parce que t'es brisé que t'attires des gens brisés. C'est pas parce que t'es toxique que t'attires des gens toxiques. C'est parce que tu laisses ces gens-là rester dans ta vie. Les gens toxiques, ils vont essayer de s'accrocher partout. mhm, Tu vas croiser leur chemin, que tu sois guéri ou pas. mhm, Mais tant que t'es pas guéri, tu les laisses rester dans ta vie. Elle est là, la différence. Depuis que j'ai guéri, depuis que j'ai travaillé, que j'ai fait face à mes démons, ça a été ouais, des grosses fins de semaine. mhm, Je- il y a eu des coups rock'n'roll. J'étais pas au meilleur de ma forme. Mais à partir de ce moment-là, j'en ai croisé encore autant. Là. J'en ai qui ont essayé de croiser mon chemin, j'en ai qui essayé de revenir aussi. mhm, J'ai fait comme, ben non, tu remplis plus mes nouveaux critères, c'est triste, mais désolé, mais non, mhm. si toi tu step up pas, ben désolé de t'apprendre que tu fais plus le poids, tu sais. Mais tu vois, je trouve ça intéressant en t'écoutant, là, ce qui me pop, c'est nous, les femmes, on est un petit peu conditionnées, je pense, à prendre soin des autres et donc à accepter, enfin, ce qu'on fait avec nos enfants, c'est-à-dire parfois à s'oublier en eux, à tout leur donner, mais on le fait aussi avec les hommes. Il y a des fois, on va dans des relations, tu sais, toutes croches, on n'est pas forcément bien, mais parce qu'on a ce besoin d'être aimé, parce qu'il faut qu'on prenne soin de l'autre, parce que Mm. alors qu'on devrait nous enseigner d'abord à se respecter nous-mêmes, en fait. Ouais, mais je suis passée de je vais accepter d'être aimée selon tes critères à je vais accepter d'être traitée seulement à partir de mes critères. Je vais t'aimer à partir de mes critères. Si tu me fais pas sentir bien, si être avec toi, c'est pas un havre de paix, si je n'ai pas le droit d'être moi-même avec toi, Mm, j'ai travaillé assez fort pour faire mon havre de paix, tu viens foutre le bordel, t'es pas le bienvenu. Puis la personne que j'ai rencontrée en 2022, c'était ça. Je suis tombée amoureuse de cet homme-là, mais c'était le bordel, c'était toxique, puis c'était pas mal intentionné. Il y a plein de monde qui m'ont dit, c'est un pervers narcissique, tout. Je dis, non, c'est quelqu'un qui souffre énormément. Le problème, c'est qu'il projetait tous ces trucs sur moi, mm, puis j'arrivais pas à percer, puis j'étais pas, pour réussir à ce que ça fonctionne avec lui, il fallait que j'arrête de me respecter moi. Il fallait que j'arrête de m'écouter moi, sauf que j'avais suffisamment appris pour, à ce moment-là, après des années d'hommes pas disponibles émotionnellement, puis là, avec lui, ça fait, ben, désolé, mais non. mm. Ma part du contrat, c'est ça, ta part du contrat, c'est ça. Si tu remplis pas ta part du contrat, moi, je vais sortir de là. Puis, fait que c'est ça. Fait que quand l'autre est arrivé dans ma vie, j'ai comme fait, moi, ça prend ça pour ça. Moi, je suis rendue là, là. C'est ce que je vaux, Mm. c'est ce que je sais, et je n'accepterai pas rien en bas de ce genre de traitement-là. Tu peux avoir des difficultés dans ta vie, tu peux avoir des défauts, tu peux ne pas être complètement construit, tu peux ne pas être complètement guéri. Mais ne viens pas me dire que la façon dont je suis construite est pas adéquate. Ça a vraiment tout changé. Mais c'est vraiment ce moment-là. Je me suis respectée assez, puis je me suis donné moi-même de la valeur. Puis j'ai donné de la valeur à toutes mes erreurs, à toutes les fois où je me suis vraiment sincèrement pardonnée. J'ai fait, hey, t'as fait ce que tu pouvais avec l'information que tu avais à ce moment-là, avec les outils que tu avais à ce moment-là. Puis aujourd'hui, tu prendrais une décision différente, puis c'est correct. C'est la preuve que tu as grandi. Mais c'est la même Ah, chose quand on est mère, hein. ouais. Puis Comme, ça tu fait sais, comme tu disais, j'ai pas été une là, bonne mère, mais parce que t'avais pas, t'as fait c'est avec ce que tu pouvais à l'époque, tu avais tes blessures à exactement. guérir, avec les outils que tu avais. Et ce qui est dommage, j'ai envie de dire, entre parenthèses, mais en même temps, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est qu'en fait, il faut qu'on passe à travers tout ça pour apprendre à se respecter, pour apprendre
et tu vois, par exemple, moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui se séparent autour de moi à partir du moment où ils ont des enfants. Donc, ça, comme dans ton cas, ça se fait pas tout de suite, mais ça se fait parce que là, tout d'un coup, on donne, on donne, on donne, puis on se rend compte que ben, nous, on reçoit plus finalement, puis on s'épuise, puis on s'est tellement mis de côté qu'en fait, à un moment donné, on dit, ben non, là, ça suffit, je peux pas. Mes enfants, il faut que je continue à leur donner, j'ai pas le choix, tu sais, mais mon chum, là, s'il m'apporte plus, puis il veut plus me respecter comme selon mes critères, comme tu dis, ben, à un moment donné, c'est soit on va en thérapie, soit il prend le bord, quoi. Même si ça fait, tu sais, dans son cas, parce que bon, si on était transparent au niveau de la sexualité, on était sur d'autres éléments aussi. Mhm, Puis on a eu une grande conversation à un moment donné où ça a été, là, je t'en voudrais jamais te faire une dépression. Je comprends parfaitement qu'est-ce qui t'arrive. Je t'en veux pas plus que si tu avais un cancer, c'est pas de ta faute. On pouvait pas prévoir que ta mère allait mourir au moment où notre fils allait venir au monde. Il n'y a pas rien qui pouvait nous préparer à ça. Il n'y a pas de problème. C'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité de faire ce qu'il faut pour aller mieux. Fait que moi, ma part du contrat, je vais faire tenir la maison. Ta part du contrat, c'est de guérir. Puis il a fait l'inverse de ce qu'il fallait qu'il fasse pour guérir. Il s'est comme morfondu mhm. dans sa souffrance puis dans sa peine, comme si le fait de laisser aller cette souffrance-là faisait partir sa mère. Puis 3 ans plus tard, il était encore au même point, puis on a eu une autre conversation. Puis ça s'est fait quand même dans la douceur, là, dans le contexte. Mais là, ça fait 3 ans. Fais la ta dépression, mais va la faire ailleurs parce que notre enfant ne peut pas avoir deux parents sur les antidépresseurs. Et moi, je suis en train de tomber. Je l'ai vécu assez souvent pour voir que ça s'en vient et je veux pas retourner là. Donc, va vivre ta dépression ailleurs parce que moi, il faut que je continue de m'occuper de moi, de notre fils, de la maison. Bon, c'est passé plein d'autres trucs, là, mais ça a été ça la conversation qu'on a eue. Tu sais. Ça a été notre enfant ne peut pas avoir deux parents sur les antidépresseurs en même temps. Ça n'arrivera pas. Je Et refuse catégoriquement. est-ce que tu trouves que ton fils, il vit bien la séparation? Peut-être. Il y avait 3 ans quand on s'est séparés. Puis Ok. les 2 premières années, son père était très présent. Ça se fait de façon très progressive. Mhm, C'est vraiment la dernière étape qui a eu de la difficulté, le plus de difficulté à vivre. Mais en fait, non, c'est pas vrai. C'est à partir du moment où la nouvelle conjointe est arrivée dans l'équation mhm, et qu'en 2 semaines, on est passé d'une saine coparentalité à j'ai même pas le droit de rentrer dans le bloc parce qu'elle était jalouse. Fallait pas mhm, qu'on se parle trop longtemps, fallait pas qu'on ait de fun ensemble, fallait pas qu'on rie, mhm. fallait pas que la conversation dure plus que 5 minutes. Au bout d'un an et demi, il n'y avait plus de téléphone à son nom, tout passait par elle. Ok. C'est devenu de plus en Mhm, plus compliqué, puis ça a culminé au point où là, il se présente plus en cours. Fait que, tu sais, ça a été progressif. Mais mhm. à cette époque-là, au moment où elle est arrivée dans le décor, très contrôlante, très jalouse, elle n'acceptait pas que lui, il avait eu une vie avant et il y a un enfant qui était venu de ça. Mhm. Euh, ben, j'ai eu à gérer beaucoup de crises d'anxiété de mon fils le dimanche qui ne voulait pas aller chez son père. On arrêtait à mi-chemin, je le prenais dans mes bras, il fallait que je le calme parce qu'il ne voulait pas y aller. Il avait peur d'aller chez son père. En fait, il avait peur d'aller chez le nom de la Belle-mère. conjointe. Ouais. Mhm, Ouais, il avait peur d'aller chez belle-mère, puis c'était même mhm, pas chez papa, c'était chez belle-mère. Pendant 2 ans, ça a été, je veux pas aller chez elle mhm, quand ils habitent ensemble. Fait que ça a été dur, tellement dur. Il a fallu que je me le pardonne, ça, plus tard. Je respectais le jugement, je m'arrangeais pour pas trop foutre le bordel. Je me respectais pas assez, ce qui fait que ça a été beaucoup trop loin. C'est la pandémie, en fait, qui m'a permis de mettre mon pied à terre pour la première fois. Où là, j'ai pu l'empêcher parce que j'ai dit, ton fils veut pas aller chez vous. Ça ne tente pas. Il a peur. Fait que je le garde ici. Ça a un petit peu dégénéré à partir de ce moment-là, mais ça a dégénéré à partir du moment où j'ai mis mon pied à terre et j'ai voulu me faire respecter parce qu'elle, elle n'avait pas la capacité de reconnaître que d'autres personnes peuvent avoir des besoins. Je pense que ça dure encore aujourd'hui parce que ça fait 3 ans, j'ai tout essayé, là, la mise en demeure, l'amener en cours pour réitérer son droit de garde et seulement par écrire, rajouter le fait que c'est lui qu'il faut qu'il vienne le chercher, mais que je ne l'empêche pas de voir son fils. En fait, tu sais, j'ai tout essayé. Mais ça fait depuis 2010, depuis 3 ans que je n'ai pas eu un contact direct avec lui. Puis ça fait
6 ans que j'ai pas eu une vraie conversation avec lui. Fait que ça a été, j'ai fait énormément de choix déchirants en pensant que c'était pour le mieux pour mon enfant, en n'étant pas bien là-dedans, puis en m'écoutant pas assez. Puis aujourd'hui, on a des conversations avec mon garçon par rapport à tout ça. J'ai expliqué pourquoi je peux pas aller le reconduire chez son père. On a eu des conversations sur, à un moment donné, je m'empêchais de dire des mauvaises choses par rapport à son père, pour pas ternir l'image de son père. Puis à un moment donné, j'ai laissé échapper un stimon dans une conversation. Puis je me suis ressaisie, tu sais, puis je me suis rendu compte que ça faisait des années que j'empêchais mon fils d'exprimer ses émotions par rapport à son père. C'est fou, hein? Ouais, Souvent, je on me fait suis ça rendu pour les compte. protéger, mais finalement, ça fait pire que mieux, Ouais, hein? il avait pas le droit d'avoir de la peine, il avait pas le droit d'être fâché, il avait pas le droit de lui en vouloir. Puis là, je Mhm. l'ai réalisé, puis on a eu des conversations. Puis il y a des bouts, on en parle, il y a des bouts, c'est moi qui ai des choses à gérer, puis des fois, c'est lui qui est comme, OK, on peut changer de sujet, j'ai pas envie d'en parler. Des fois, c'est lui qui ramène son père dans la conversation. Du bon comme du moins bon, mais au moins, tu sais, je me suis pardonné de l'avoir forcé à aller chez son père après ça, de l'avoir, pas forcé, mais de pas y avoir donné l'espace pour exprimer cette peine-là. Yeah, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Maintenant, tout ce que j'essaie de faire, c'est de récupérer en étant la plus authentique et la plus transparente possible. Puis peut-être que ça donne des bons résultats. Parce que du haut de ses 13 ans, mon fils, il me demande encore mon avis. Il dit régulièrement que je suis la meilleure mère au monde. Puis moi, en étant très transparente sur mon évolution puis mon apprentissage, ben, il me voit évoluer, puis il voit que je fais des erreurs, puis quand je fais des gaffes, je m'excuse. Et ça a été un grand apprentissage dans ma vie, m'excuser à mon fils. Dire, là, celle-là, je l'ai échappé, je m'excuse, je voulais pas crier, je voulais pas te faire de peine. Puis le fait de le nommer, ça m'a déculpabilisé beaucoup. Ça m'a donné le droit de m'échapper des fois, d'être Oui, puis tu imparfaite. lui donnes, en ce faisant, tu lui donnes le droit de s'échapper lui aussi, puis de Oui, s'excuser après. puis j'y donne les outils pour plus tard dans la vie. Mm. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de t'échapper, puis va pas, je vais essayer de réparer, on va aller travailler. Après ça, je fais des excuses, puis j'ai expliqué comment on fait des vraies excuses, puis je fais mes excuses de la même façon, où tu commences par reconnaître qu'est-ce que tu as fait pour correct, après ça, tu vas dire que c'est pas ton intention, puis tu dis à partir de maintenant, voici ce que je vais faire. C'est pas de trouver des excuses, c'est pas de le blâmer, c'est pas de rejeter la faute sur lui. Moi, j'ai travaillé tellement fort là-dessus, puis je me dis que je lui transmets ça. Mhm. Fait que nos débuts ont peut-être été durs. J'ai peut-être beaucoup perdu patience, j'ai peut-être été très, très dure, très, très masculine, très. J'étais dure comme mère au début. Mhm. Dans les premiers 7 ans de sa vie, là, ça a été. Ouais. Mais en m'adoucissant par rapport à moi, puis en me donnant de la marge d'erreur, puis en travaillant sur moi, en étant transparente pour moi avec lui, là, je me rends compte que ça crée quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus profond. Puis je trouve que c'est vraiment une belle note d'espoir parce que ça prouve que c'est pas perdu. En fait, tu sais, souvent, il y a ce truc de oh, je vais fucker mon enfant, les 7 premières années, c'est les plus importantes. Et c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de pensées limitantes, de croyances qu'on intègre à cet âge-là, mais c'est tout, ça se déconstruit. Tu sais, il y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit que le cerveau est extrêmement Malléable. malléable, ça se déconstruit. Alors oui, ça peut prendre peu de temps, mais justement, tu t'y es pris quand même assez tôt dans la vie de ton fils pour que tu sais, et que vous développiez une belle relation. Donc, je trouve ça très beau parce que nous, les mamans, on a souvent tendance à culpabiliser quand on se sépare, quand on prend des décisions en se disant, ah, ou comme tu dis, quand on est trop colérique parce qu'on n'arrive pas à se gérer soi et puis on a peur que ça se répercute sur nos enfants. Mais à partir du moment où on en prend conscience, puis on fait ce qu'il faut pour améliorer les choses, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Parce que moi, j'ai jamais vu. Mon père, c'est quelqu'un qui se remet en question. Ma mère, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne conscience des gens, mais je les ai jamais vraiment entendus s'excuser pour leurs erreurs ou, tu sais, Mm. donc, puis il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, elle dit, la génération des mamans que vous êtes là, elle dit, j'en reviens pas de tout le travail de guérison que vous faites et vous partez de loin, mais vous ne voulez pas transmettre ça à vos enfants, donc ça vous demande beaucoup à vous. Mais en même temps, c'est le plus beau cadeau que vous pouviez leur faire. Et puis, puis C'est un cadeau pour les deux. C'est un oui, cadeau c'est pour ça que les j'allais deux. dire. C'est un travail d'amour envers soi et envers l'autre. Ouais. Exactement. Oui, oui, oui. Et ça irradie.
tout ce que j'ai fait pour moi et pour lui. Quand je l'ai fait pour lui, ça m'a bénéficié à moi. Puis quand je l'ai fait pour moi, ça l'a bénéficié à lui. C'est tout bénéf. Puis tu vois, ça me ramène à la phrase que nous disait toujours Chomis, donc Dominique Rankin, celui avec qui on a fait le stage, qui est donne-toi tout à toi en premier. C'est Ouais. ça, tu sais, c'est vrai. À partir du moment où toi, tu te donnes de l'amour, du respect, ça, comme tu dis, ça irradie, puis ça se répercute sur les autres. Et c'est la plus belle façon de prendre soin de ses enfants, en fait. Mm. Et Mm. la phrase m'avait toujours pué au nez, le aime-toi pour pouvoir être aimé par quelqu'un d'autre. Puis j'avais toujours détesté cette phrase-là. Juste est-ce que je comprenne, entre autres avec Showbiz, que c'est pas s'aimer soi-même, ça veut pas dire être parfait, ça veut pas dire être à but de soi-même, ça veut pas dire avoir accompli 100% du chemin. Ça veut dire faut que tu te donnes de la marge. À Mm. partir du moment où tu te respectes assez pour te donner de la marge, on dirait que le reste s'adoucit autour. Mm. Incluant la relation avec les enfants. Mon garçon, il me le nomme aujourd'hui. C'est maman, il dit, t'as vraiment beaucoup changé depuis 2, 3 ans. Mm. Il est capable de me nommer, puis il est capable de mettre des mots là-dessus. Tu sais, il y a plein de phrases que j'ai attrapées à gauche à droite que j'utilise aussi avec lui. Puis là, ça va bien à date. Son début d'adolescence, il se fait tout en douceur. Mm. Mais le jour où ça va barder un peu plus, Tu vas les ressortir. il y a une couple qui vont ressortir comme donne-moi un peu de crédit, c'est la première fois que je suis ta mère pendant que tu es adolescent, on apprend en même temps, là. On apprend les deux, on fait ça ensemble, OK? On peut être dans la même équipe. Donne-moi un peu de crédit, donne-moi un peu de marge, s'il te plaît. Moi aussi, c'est la première fois que je vis ton adolescence. Bon, ça, j'aime ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'ils ont souvent tendance à penser qu'on sait tout, mais en fait, non. En disant, il me On regarde encore, devient il regarde, mère quand deviennent nos enfants. maman, comment ça se fait que tu sais ça? Ma réponse, c'est tout le temps 28 ans d'expérience de vie, plus que toi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, là. Il y a un livre caché dans ma chambre avec les réponses à tout dans l'univers, là. C'est juste, j'ai été sur Terre 28 ans de plus que toi. Je suis juste rendue 28 ans plus loin. C'est C'est tout. ça. C'est juste ça. Bah, écoute, Karine, merci beaucoup. C'était Allez, très merci à riche. Puis toi. on est allé, écoute, on est allé à Partout. des places que j'aurais pas cru. C'est ça que j'adore de ces entrevues. C'est toujours une surprise. Avec moi, est-ce que ça t'étonne vraiment? Mais Non, c'est vrai. Puis en plus, je pense que c'est l'entrevue où j'étais la moins préparée. Mais je me suis dit, ça va avec le thème. Là, on est dans le plaisir, la légèreté, l'été s'en vient. On va prendre ça plus relax. hey, tu m'as amené à des plages, je l'avais, moi non plus, je l'avais pas anticipé, là. Ah, J'ai mis deux, intéressant. trois petites notes. Ah oui, il faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, mais tu m'as fait tellement sortir de. On était les loin. Là, je suis en train de réaliser tout ce que j'ai dit. Il y a des gens qui vont voir ça. Et c'est correct que je m'assume. Mais j'ai des gens qui me regardent dans la diagonale, là, dans le coin, je vais rire. Alors, écoute, merci beaucoup. Donc, c'est le temps pour nous de conclure. Et on se retrouve le 4 août avec la guérisseuse. Donc, merci encore, Karine. Et puis, donc, c'est ça. Je vous donne rendez-vous à toutes le 4 août. Bonne journée. Wimbalala, wimbalala.